Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps qu'on s'est pas retrouvé sur cette chaîne pour un podcast audio. J'avais posté des petites vidéos, mais très courtes, avec des commentaires dans la brève description écrit sur des comportements que j'avais vus relatifs au MBTI, pour Divisio, pour l'INTJ, et aussi pour le débat, je trouvais un peu lunaire, entre Apolline de Malherbe et une INFP en face d'elle, qui parlait du climat, où les deux pouvaient clairement pas se comprendre dans la manière de parler. Et l'un avait toujours l'impression que l'autre était un débile en face et qu'elle savait mieux que la personne qu'elle avait en face. Donc je trouvais que c'était intéressant de montrer ça sur la chaîne parce que c'est clairement du concret. Et quand il y aura des petites choses comme ça que je verrai, je le posterai. J'ai essayé de poster aussi, c'était fin 2021, un débat entre Hidalgo et ESFP et Rachida Dati ESTP. Manque de peau, ça a été censuré par TF1 qui avait les droits, donc là-dessus il y a des choses que je peux pas poster parce que j'aimerais bien les poster et quand je les poste, ça m'est arrivé sur la chaîne, et je me fais censurer dans l'heure ou le lendemain où ma vidéo est retirée. Donc c'est dommage parce que je trouve aussi l'intérêt dans cette chaîne de pouvoir vous montrer dans le quotidien et d'analyser via le quotidien le MBTI. Je le ferai quand j'aurai pas de problème de droit derrière. Si j'ai des problèmes de droit, moi j'ai accès à la vidéo, je vois qu'elle a été supprimée, mais vous savez même pas que j'ai publié ce contenu. Ça m'est arrivé plusieurs fois déjà. Bon, pour les deux dernières qui étaient assez courtes, j'ai pas eu de problème parce que je pense qu'elles étaient pas assez longues pour embêter. Mais des fois, je pense au débat Hidalgo-Dati, c'était quelque chose de 5 minutes qui résumait bien et ça a quand même été bloqué. Bon, j'essaierai d'en faire autant que possible, mais il y a des problèmes de droit d'auteur derrière. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire sur la chaîne? N'oubliez pas non plus, comme je le dis tout le temps, ça devient la tradition, de mettre des pouces sur ce que vous avez aimé sur les podcasts d'avant. Et de vous abonner à la chaîne parce que c'est l'algorithme YouTube qui fait ça. S'il n'y a pas beaucoup d'abonnés, les vidéos seront très peu proposées. Je voulais remercier tous ceux qui avaient regardé les vidéos depuis un an. Ça fait un peu plus d'un an maintenant que la chaîne a été créée, puisque je l'avais créée en plein couvre-feu. Donc il me semble que la première vidéo que j'avais dû faire, c'était mars ou avril, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Donc oui, en un an, la chaîne elle a pas mal évolué. C'est vrai que j'aurais voulu faire plus de contenu, mais j'ai fait des podcasts qui étaient assez complets aussi et qui brassaient vraiment les thèmes de manière assez large. Donc c'est vrai que quand on fait des podcasts comme ça, on en fait moins parce que je sais pas que ça demande forcément du temps en préparation, parce qu'il y a des podcasts, il y en a beaucoup que j'ai fait à la volée comme ça avec juste une dizaine de notes. Et j'avais tout dans la tête après pour développer une fois que j'avais les points. Par contre, tout ce qui était, je voulais expliquer, INTP, INTJ, l'analyse en détail du type, ça me demande des notes parce qu'évidemment, je cherche à faire le podcast le plus complet possible. Et avec Annie, c'est très compliqué de s'arrêter et de dire voilà, j'ai tout trouvé, c'est bon, c'est complet. On arrive, mais il nous faut un peu de temps. Donc voilà, donc ça explique pourquoi j'ai toujours pas fait la vidéo sur Elon Musk, parce que j'ai pas eu le temps de me réoccuper de la chaîne pour des podcasts déjà qui demandaient peu de temps. Et encore moins du coup de me remettre à l'ENTP. J'espère vraiment que je vais pouvoir le faire, mais malheureusement ça fait un an que la chaîne est créée. J'aurais voulu le faire rapidement et puis il y a eu plein de circonstances qui font que je l'ai pas faite. Et je la ferai un jour, donc quand vous l'aurez de toute façon, vous serez content. J'espère que ça arrivera pas dans 10 ans non plus. J'espère pour moi que j'aurai plus de temps là-dessus. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, Doctor Strange VNTJ, l'objet de ce podcast. Alors, il est venu assez facilement quand je discutais avec une amie INFJ que j'avais il y a un an. Elle m'avait dit, faudrait que tu regardes le film. C'est vraiment un INTJ. Et je lui avais dit, donne-moi des exemples. En quoi tu le vois INTJ, ça m'intéresse. Elle m'avait dit, je peux pas t'expliquer, il faut que tu le regardes. Mais je trouve que c'est vraiment l'INTJ. Bon. J'avais regardé à l'époque un peu sur internet. Je vous avais dit qu'il y avait beaucoup de bêtises qu'on voit sur le MBTI sur le net. Et souvent, quand on regarde les typages des gens, il y a plus de bêtises que de typages vrais. Je pense encore à... je sais plus, je crois que c'est Tom Cruise qui est typé ISTP sur certains sites. Tom Cruise, c'est un ESTP clair et net. Donc les gens qui le voient ISTP, déjà, vous n'êtes pas bon du tout pour typer quelqu'un. Il y a plein de trucs comme ça où il y a des gens que vous voyez typer ISTP juste parce qu'ils ont fait quelques films d'action un peu. Bref, je m'étais posé la question par exemple sur Christian Bale et je suis quasi sûr que Christian Bale est un ISFP. Et ça explique pourquoi dans ses films, il a beaucoup totalement changé de personnage à chaque fois, quitte à prendre 100 kilos, quitte à peser jusqu'à moins de 50 kilos. Voilà, ça, a priori, de ce que j'aurais remarqué, c'est typique des FI d'hommes de se transformer totalement pour le film, pour vivre l'action.
Après, je vois pas Christian Bell INFP, même dans son style physique. Je le vois plus avec les transformations qu'il a eu ISFP. Et vous voyez, pourtant, il y a beaucoup de gens, quand vous regardez Christian Bell sur Internet, qui vous disent ISTP. Et j'ai eu beaucoup de doutes pendant longtemps, puis après, j'essaie de le typer en enlevant tout a priori et tout ça. Et c'est vrai que quand on regarde un peu ce qu'il a fait, la manière dont il regarde, dont il s'habille, le regard profond qu'il a, on sait clairement que c'est pas un type extraverti parce qu'il a le regard d'un introverti quand il regarde. Donc ça déjà, ça limite les fonctions dominantes qu'il pourrait avoir. Et oui, ISFP, je pense vraiment Christian Bale, et pourtant, a priori, vous verrez ça nulle part que c'est un ISFP. Donc, vous voyez, c'est pas, enfin voilà, les typages sur internet sont pas très bons en général. Quand vous voyez que Tom Cruise est typé ISTP alors que c'est un ESTP et que tout le monde est convaincu que c'est un ISTP, en fait, les gens n'ont pas compris qu'un ISTP c'est Daniel Craig, quoi. Et Tom Cruise n'est pas Daniel Craig. Voilà, grosse différence. Un ISTP c'est Poutine. Et Tom Cruise n'est pas Vladimir Poutine. Donc voilà, il y a plein d'exemples comme ça. J'ai rajouté sur mon podcast, où je vous ai parlé sur plusieurs podcasts de l'INTJ, de l'ISTP, j'ai rajouté, je vous avais parlé de Kimi Raikkonen, évidemment, l'ex-champion de Formule 1, ISTP typique, qui est vraiment, lui, extrêmement direct quand il parle aux gens. Et j'avais rajouté dans cette liste, j'y ai pensé l'autre jour, pour ceux qui connaissent de mon époque, Michael Rasmussen, l'ex-maillot jaune du Tour de France, maillot à poids qui s'était dopé comme les trois quarts, c'est pas la majorité des cyclistes. ISTP aussi. C'était un ISTP Rasmussen, j'ai pensé à ça l'autre jour. Vous voyez, il y en a pas mal dans le sport. Bon, pour revenir sur l'INTJ, qui est l'objet de ce podcast, avec Dr Strange, qui permet de mieux vous expliquer en détail. Il y a un cas pratique avec le Dr Strange, je trouve, qui, moi, m'a beaucoup interpellé par rapport à mon histoire perso. Et donc, je vais pouvoir vous faire le lien avec tout ça, de la part d'un INTJ qui vous explique ça avec un INTJ stéréotypé dans un film Marvel. Donc je pense que ça peut permettre de mieux comprendre encore l'INTJ sur ce point-là que j'analyse en particulier, et de vous faire les liens avec ce qui est vraiment intéressant dans ce qu'ils disent du film et qui est très connecté à l'INTJ. Je voulais d'abord vous dire quelque chose. Il me semble que c'est dans Avenger Endgame. Voilà, moi je pensais à peu près à INTJ. J'ai pas vu tous les films Marvel, mais de ce que j'avais lu. Par contre, pour le Doctor Strange, moi j'avais tout de suite pensé INTJ dans Endgame, quand on le voit calculer mentalement toutes les séquences possibles pour vaincre Thanos. Ça, c'est très INTJ de faire ça. Et en fait, l'INTJ va être capable de calculer toutes les séquences possibles. Et là, on est vraiment en mode ouverture. Il n'y a pas de mode fermeture. Je vous avais expliqué que quand un INTJ parle avec TE, vous pouvez penser qu'il est fermé parce que TE cherche la fermeture dans un débat, la conclusion. Mais en fait, ce que vous ne voyez pas, et je vous l'avais aussi expliqué, c'est que l'INTJ mène avec Annie. Donc son monde interne est très similaire à un ENFP qui explore sans cesse des possibilités nouvelles, le ENFP. Il n'a pas du tout un monde fermé. L'INTJ, c'est un ENFP, c'est ce que j'expliquais à des copines ENFP, mais avec une fermeture. C'est-à-dire que l'ENFP, il a du mal à un moment à devoir, une fois qu'il aura exploré, trancher et se poser la bonne question de la bonne séquence. L'INTJ, il va explorer, puis je vous avais expliqué qu'Annie, ça ressemble beaucoup à NE plus TE, et une fois qu'il a utilisé l'exploration, il se contente sur le résultat qui va arriver, parce que c'est ce qui va être dans le concret. Il ne reste pas dans des prédictions théoriques comme avec NE, où NE, ça reste beaucoup axé sur ce que le monde pourrait être, mais pas sur ce qui sera. Vous voyez ? Donc en fait, le Doctor Strange, quand il fait ça dans Endgame, je me suis tout de suite dit, c'est très INTJ de faire ça. Le fait de calculer toutes les séquences avec tout ce qui est possible en termes de séquences et de combos. Voilà. Et de se focaliser après uniquement sur le résultat et de prendre la séquence où vous avez le combo, quoi que vous fassiez, vous êtes sûr de gagner. Voilà. Je vous avais aussi expliqué qu'Annie, c'était aussi calculer toutes les variables. J'en avais parlé pour le podcast du professeur Raoult. Toutes les variables difficilement calculables d'un point de vue statistique, mais que Annie va pouvoir prédire. Je vous avais dit qu'Annie, c'est aussi prédire les obstacles que vous allez connaître dans 6 mois que vous n'avez pas encore quand vous faites votre prédiction. Mais avec Annie, vous les connaissez, déjà avant même qu'ils arrivent. C'est compliqué à expliquer, je vous avais aussi dit ça sur l'ancien podcast, mais c'est vraiment la force d'Annie, c'est de pouvoir savoir que dans tel moment, dans 9 mois, on aura telle problématique qui va se poser alors qu'on ne la connaît pas à l'heure actuelle. Donc ça, c'est vrai que dans Endgame, quand on voit le Doctor Strange mentalement en train de refaire toutes les séquences et de tout manipuler, c'est pas avec du SI qui fait ça, parce qu'avec SI, on serait bloqué à ce qu'on a intégré comme data. Annie a la grande force, quand vous l'avez en DOM, d'intégrer SE en inf, et donc d'avoir tout ce qui est, entre guillemets, accessible à l'inconscient, transmis direct à la partie consciente. Donc c'est un peu ça qui vous permet aussi de calculer des choses que les autres types vont avoir du mal à calculer. Parce que je vous avais expliqué que le type INTJ ne calcule pas avec un modèle typiquement statistique.
On se sert des stats, il y a un modèle comme SI en nous, bien qu'on n'ait pas d'SI, mais on est aussi capable de voir les limites du système avec SI, et donc d'aller beaucoup plus loin, et de corriger le système derrière, un peu comme le fait le Doctor Strange. Donc en fait, pour le film, pour commencer par le film, donc Doctor Strange, c'est très intéressant je trouve, parce qu'on trouve du coup tous les éléments caractéristiques d'un INTJ dans les nuances, dans la simplicité, et dans l'apparence et la complexité du type. Donc, on pourrait penser au début que c'est un chirurgien ENTJ, et c'est très frappant, si vous regardez le film sans a priori, vous pensez chirurgien ENTJ, brillant mais extrêmement arrogant. Ok ? C'est un point commun qui fait que beaucoup d'INTJ sont confondus avec les ENTJ. Dans la phase TE, que j'ai connue, je vous ai expliqué, il y a plusieurs phases, et ça va me permettre de vous aborder les phases de chez l'INTJ, parce qu'on évolue entre types. J'avais une amie qui est ENFP qui elle-même avoue qu'elle est beaucoup plus pragmatique aujourd'hui, et moins en mode ce qu'on appelle Télétoubis, mais dans le MBTI, mais le mode Télétoubis, c'est vraiment les gens qui sont idéalistes et qui sont pas du tout dans la réalité objective. Elle admet qu'à 20 ans, elle était plus comme ça, et que maintenant, je lui dis donc, pour une ENFP, t'es vachement réaliste maintenant, c'est bien. Elle me dit oui, mais je l'étais pas à 20 ans. Tout simplement parce qu'à partir de 30 ans, le NFP connaît sa phase TE, et donc la phase TE apporte plus de pragmatisme. Cette phase TE, c'est ce que vous voyez chez l'INTJ dès qu'on a 20 ans, la vingtaine, et c'est donc ce qui fait que les gens nous trouvent extrêmement rationnels et intellectuels. C'est ce côté TE chez nous. Après cette phase, vous la quittez, et vous passez à FI, puis après à SE, donc ça donne une plus grande diversité à l'INTJ. Mais ce qui est très intéressant dans ce film, c'est que du coup on voit le parallèle entre l'ENTJ et l'INTJ dont je vous ai parlé. Ce que vous allez voir chez un INTJ, c'est sa fonction auxiliaire, comme tous les introvertis. Et sa fonction auxiliaire, c'est TE. Ce que vous allez voir chez un ENTJ, c'est sa fonction dominante. Et sa dominante, c'est celle qui est visible. Donc au final, vous vous retrouvez avec deux types qui ont TE. Sauf qu'il y en a un qui commence par TE, c'est le NTJ, et l'autre qui a TE qu'en support, en auxiliaire, l'INTJ. Sa vraie nature, c'est de scanner les choses avec Annie, un INTJ. Mais ça, vous n'y avez pas spécialement accès. Vous avez accès aux résultats, le fameux TE. Donc c'est vrai que dans le film, oui, quand on le regarde, on pense vraiment ENTJ dans le film, à tout niveau. Ce qui fait qu'on sait que c'est un INTJ, c'est plutôt la suite. Voilà. Mais globalement, c'est vrai que les INTJ au top de leur performance peuvent apparaître aux yeux des autres comme des ENTJ, mais ce qui va vraiment les distinguer de l'ENTJ, c'est le fait que je vous l'ai déjà expliqué, les INTJ, on mène avec Annie, l'intuition introvertie. On peut être fermé à certaines idées dans la période TE, mais seulement en apparence. C'est-à-dire que moi, il y a des choses dans lesquelles je ne croyais pas du tout dans la période TE, par exemple le yoga, par exemple certaines choses et tout ça, et aujourd'hui, c'est des choses que j'ai intégrées dans ma vie, quoi, sans difficulté. Et parce que la période TE, c'est pas la période la plus ouverte de votre vie. C'est la période où vous allez aller dans votre point fort. Vous n'allez pas explorer, sortir de votre zone de confort. Vous allez exploiter toute la zone de confort, mais très peu en sortir quand vous êtes dans votre période TE. C'est normal puisque TE, ça cherche à tirer des conclusions. Ça cherche pas à scanner. Donc c'est vrai que, oui, on pense ENTJ quand on regarde le début du film, ça m'a fait rire. Parce que là-dessus, on pourrait se dire, ah, c'est un ENTJ. Donc voilà, mais je vous ai dit qu'en fait, Annie, on peut paraître fermé à certaines idées, notamment dans la période TE, mais seulement en apparence, car Annie va nous demander de creuser une possibilité même si on n'y croit pas. Il y a beaucoup de choses que j'ai intégrées maintenant dans ma vie actuelle, alors que c'était des choses auxquelles je ne croyais pas du tout. Un ENTJ est incapable de faire ça. Un ENTJ et un ESTJ, son double version sensor, est aussi incapable de faire ça, tous les deux comptés TE en DOM. Tout simplement parce que je le voyais avec une de mes ex qui était ESTJ il y a longtemps, parce que je pourrais pas ressortir avec un type ESTJ aujourd'hui, justement, parce que j'ai évolué, justement. Et que je vois que c'est des types trop fermés par rapport à moi. En fait, le STJ, il croit pas dans le yoga, il testera jamais, en fait. Parce que c'est nul. Dixit, mon ex, qui me disait pourquoi tu t'intéresses à ça. Elle me posait la question, vous voyez la différence entre STJ et INTJ. Elle me passait son temps à me dire mais pourquoi tu suis telle personne, pourquoi tu t'intéresses à ça, ça sert strictement à rien. Vous voyez, TE d'homme, avis strictement arrêté, ça ne sert à rien. Mais t'as pas creusé, tu peux pas savoir, ça sert pas à rien. Vous voyez la différence avec un INTJ. Et pour moi, ça servait à quelque chose, mais pour elle, pas du tout. Parce qu'elle se concentrait sur son TE qui voyait aucun résultat possible intéressant pour elle à exploiter. Donc c'est vrai que dans le film, on peut penser ENTJ, et il y a souvent cette dichotomie,
Je vous ai aussi dit que j'avais vu des ENTJ qui se croyaient INTJ et qui étaient persuadés d'être INTJ, c'est ça qui est très drôle. Alors qu'en fait, ils sont trop fermés d'esprit pour être INTJ, justement. Donc moi, il y a plein de choses que je fais aujourd'hui, et même dans ma famille, ma propre mère me l'a dit, des amis qui m'ont... J'ai une amie ESFJ que je connais depuis que j'ai 20 ans, elle m'a dit, mais c'est dingue le Thibaut que t'étais à 20 ans, est-ce que t'es devenu à 36 ans, quoi. T'as vraiment, elle m'a dit, les mots qu'elle a utilisés, c'est t'as vraiment joint les mondes opposés. Oui, parce que je pense vraiment que les NTJ, à partir du moment où vous sortez de la période TE, et que vous joignez FISE en évolution, finalement, vous venez boucler la boucle de ce qui ne vous a jamais intéressé avant quand vous étiez jeune, bien qu'il y a plein de choses qui nous intéressent, mais des choses qui généralement ne sont pas votre nature. Donc vous allez plutôt boucler la boucle des gens qui sont l'opposé de l'INTJ. Voilà. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que du coup, moi je me trouve quand même plus ouvert aujourd'hui que ce que je l'étais à 20 ans. Je ne considérais pas être quelqu'un de fermé parce que j'étais quand même ouvert à plein de choses. J'ai une DOM en ouverture, NI. C'est comme quelqu'un qui est ENFP, il est fondamentalement ouvert. Parce que sa DOM, c'est l'ouverture. Mais j'ai pas honte de dire qu'il y a des choses qui m'intéressaient pas à 20 ans, mais parce qu'on évolue et maintenant avec la vie, j'ai aussi appris de utiliser certaines choses dans mon quotidien. Donc c'est vrai que là, on peut penser vraiment à NTJ, c'est rigolo, et c'est vraiment cette dichotomie entre les deux types. Mais la grosse différence, je vous l'ai dit, c'est que chez l'INTJ, vous allez creuser même si vous ne croyez pas en quelque chose. Il y a beaucoup de choses que j'ai découvertes dans ma vie actuelle en disant à une amie, voilà, j'y crois pas du tout, je vais te montrer que c'est faux. Et en voulant montrer que c'était faux, donc en testant la chose, je me suis rendu compte qu'au final, c'était quelque chose de très intéressant, au-delà des apparences. Donc un INTJ, même si en apparence il peut apparaître fermé, il va vouloir tester les choses malgré tout pour se convaincre avec son NI que cette chose n'est pas quelque chose d'intéressant à exploiter. Parce que le pire pour nous serait de dire qu'on passe à côté de quelque chose d'intéressant. Donc on va devoir tester. Même si je ne crois pas en une chose, à terme je vais la tester. Je vais la tester parce qu'il faut que j'ai une preuve que ça ne marche vraiment pas. Et on en revient à Freud qui était obsédé par le système de preuves empirique parce que c'est typique de l'INTJ de devoir échantillonner dans tous les sens quelque chose pour voir à quel point on peut l'exploiter ou pas dans ses limites. Donc voilà. Après, la suite du film est très INTJ aussi, en tout cas de ce que j'ai eu dans mon évolution. Lorsqu'il arrive dans le monastère, qu'il a un accident de voiture, donc il est perdu dans sa vie, qu'il pense pouvoir tout refaire en mode TE, et qu'il demande au maître comment il a pu soigner le patient, bah, là on voit que le maître lui répond chakra, acupuncture, médecine chinoise, et ce qui fait totalement rire Doctor Strange. Alors ça c'est marrant parce que c'était moi dans la période TE. Dans la période TE, si quelqu'un me parlait de chakra, de yoga, de médecine chinoise, ça me faisait rire, alors qu'à l'heure actuelle, la médecine chinoise, j'ai acheté un bouquin, la Bible de la médecine chinoise, suite à des petits soucis de santé que j'avais eu où je voyais que les médecins actuels n'étaient pas capables d'y répondre. Et finalement, la médecine chinoise, c'est très holistique. C'est très INTP, c'est très INTJ dans la manière de comprendre le système humain. Donc c'est rigolo, c'est quelque chose qui ne m'intéressait pas à 20 ans et qui fait partie de mon quotidien à l'heure actuelle pour essayer d'équilibrer au mieux ma manière de vivre. Où c'est vrai que les INTJ avec SE-Inf, je vous expliquais qu'on doit apprendre à se mettre des limites, on a du mal à mettre des limites. Et c'est vrai qu'en vieillissant, on apprend à se mettre une certaine structure dans notre hygiène de vie pour pas tout le temps avoir des problèmes de santé ou ne pas écouter notre corps, voilà, parce que ça peut être un problème. Donc c'est rigolo. Ça le fait rire, mais parce que clairement c'est un INTJ en mode TE à ce moment-là. Donc voilà, donc en fait la matière à l'époque, donc TE, compte plus que l'esprit et ses pouvoirs, et ça c'est plus on va dire le côté FI. Et c'est pour ça d'ailleurs que les gens qui ont FI, souvent ils sont d'abord axés yoga plutôt que rationalité et philosophie quoi. Ils sont plus axés spiritualité d'un coup, yoga, connexion avec la nature. Ça, c'est plus quelque chose de typique des gens qui ont FI avant TE que des gens qui ont TE avant FI. Par contre, ce qui est intéressant chez l'INTJ, c'est que la phase TE avant FI peut faire que quand vous passez à FI, vous refaites la phase des gens qui avaient FI en DOM ou en OX. Vous la refaites à reculons. Y a le docteur Adrens qui explique ça aussi sur Personality Junkie, que le FI des INTJ, quand ils abordent cette troisième phase dans leur vie, la phase 3, et là on parle pas des phases de Marvel, mais on parle bien des phases de type. Première phase c'est votre DOM, la deuxième phase c'est l'OX, la troisième c'est la tertiaire, et la quatrième c'est l'inférieur. D'ailleurs, Jung lui-même, je vous l'ai déjà dit dans des podcasts, expliquait que la crise de l'adolescence est liée à la première rencontre avec une autre fonction que votre dominante qui est votre auxiliaire, et la crise de la quarantaine est la rencontre avec votre opposé, votre inférieur. Et oui, tout s'explique par le MBTI. Là où on n'a pas les réponses pratiques à des problèmes d'aujourd'hui, le MBTI les a. Et Jung avait trouvé ça. Jung, pardon. Puisqu'on dit Jung ou Jung, ça, c'est plutôt Jung. Donc en fait, c'est vrai que la période FI fait que c'est une période où vous allez plus être connecté, comme disait le docteur Adrens,
à vivre votre vie en fonction de vos valeurs, de vos émotions, de vos ressentis. Moi, en tant qu'INTJ, dans la période TE, j'ai tout le temps eu un gros ressenti émotionnel. Je savais ce que je voulais, ce que je ressentais, tout ça. Mais c'est quand même la logique pure qui décidait de mes choix. Donc TE, au final. Donc vous avez un FI que vous prenez en compte, mais qui ne décide pas à votre place. A l'inverse, un ENFP, généralement, quand il est jeune, son FI décide pour tout. Et il n'utilise pas du tout TE pour décider des choix de sa vie. C'est pour ça aussi qu'il se fait avoir avec certaines personnes où, s'il n'est pas pragmatique, bah, il ne va pas se dire que la personne va l'avoir. Il a confiance en elle parce que humainement, il ressent quelque chose de connecté. Donc, c'est vrai que c'est intéressant. Donc, la matière, je disais TE, compte plus à l'époque pour lui que l'esprit et ses pouvoirs, et ça, c'est plus de FI. D'où le yoga, la méditation et tous ceux qui sont très FI. Plus tard, quand je vous l'ai expliqué, quand j'ai eu quelques soucis de santé où je voyais que j'avais confiance dans les médecins classiques et je me suis rendu compte qu'en fait, la médecine classique telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui est allopathique, c'est-à-dire vous avez mal au dos, on vous donne un Doliprane, peu importe la cause. Alors en fait, en fonction de la cause, on devrait vous donner un remède qui est différent. Parce que sinon, vous masquez la cause. Vous traitez la conséquence, mais pas la cause. C'est ce qu'on appelle la médecine occidentale, tout ce qui est allopathique. Voilà. Donc en fait, j'avais consulté à l'époque plusieurs spécialistes. Évidemment, chaque spécialiste n'a pas de vision holistique. Donc il ne voit pas quand il y a un défaut chez vous, à quoi il est connecté dans le système et en quoi il est normal chez vous d'avoir ce défaut-là et pas chez les autres. Et du coup, c'est tout le problème du diagnostic on ne sélectionne pas les médecins sur le diagnostic en France, et donc ça fait des médecins qui sont persuadés d'avoir raison, de raconter toute la vérité de la Terre entière, alors qu'en fait ils sont totalement à côté de la plaque en termes d'évaluation de diagnostic. C'est ça qui me plaît beaucoup dans la médecine chinoise, c'est que c'est une médecine très axée empirique, très axée diagnostic. Ça peut paraître compliqué au début, même moi j'y croyais pas trop, parce que c'est totalement à l'opposé aux antipodes de notre société, dans la manière de concevoir l'humain avec son interaction avec les astres, avec la lune, avec les saisons, avec les cycles, mais en fait l'humain est clairement connecté au cycle. Vous le voyez, l'été vous avez plus d'énergie que l'hiver, l'hiver vous êtes plus déprimé parce qu'il y a moins de soleil. On est dépendant en tant qu'humain du soleil, de la lune. Voilà, alors dans notre société on l'a oublié parce qu'on est drogué à TikTok et à Instagram, mais en fait si on passe une année entière on se rend compte qu'on aura des phases différentes. Si vous demandez à des femmes, les femmes vous diront aussi, qui sont très réglées sur le cycle lunaire, qu'elles ont des moments où elles ont des hauts et des bas, et c'est clairement corrélé à leur cycle. C'est la même chose pour les hommes, sauf qu'on en est moins conscient pour l'homme. Mais l'humain, dans sa globalité, est connecté à ça. Et c'est tout l'intérêt de la médecine chinoise, c'est d'avoir compris ça, d'avoir compris au niveau des saisons comment elles influent sur nous, sur les dérèglements de certains organes à certaines saisons. Et je trouve ça très intéressant parce qu'en plus, c'est très holistique. C'est-à-dire que pour le médecin chinois, un mal de dos n'est pas lié à un mal de dos. Un mal de dos peut être lié à d'autres causes que le dos. Donc voilà, c'est vraiment des diagnostics fastidieux, précis, et c'est vrai que moi ça me fait rire parce que quand je vois ça dans le film, c'était ce que j'étais à 20 ans quoi. On me parlait d'une médecine comme ça, bof, ça me parlait pas. Parce que ça manquait de TE, pour le coup. La médecine chinoise, il y a beaucoup d'empirisme, mais il y a aussi beaucoup d'holistique. C'est beaucoup un modèle holistique qu'on ne peut pas simplifier. Mais c'est très intéressant. Enfin, je vous incite pour ceux qui sont intéressés à regarder, parce que c'est une médecine axée de prévention. Elle n'attend pas que vous ayez une maladie pour vous la prévenir. Elle est capable de rééquilibrer. Quand vous connaissez les bases en médecine chinoise, vous savez comment prendre soin de votre santé, en fonction des saisons en plus. Des choses qu'il ne faut pas faire. Par exemple, la saison actuelle de l'été, moi ça me fait rire depuis que je sais ça. Tout le monde prend des glaces. En Chine, personne ne prend des glaces. Parce que prendre une glace quand il y a la canicule, c'est un coup à faire un malaise. Parce que justement, la glace, elle sera transformée à 37 degrés la température interne. Et le problème, c'est que vous prenez une glace qui fait 0 degré. Donc il y a un choc thermique dans le corps qui va vous demander énormément d'énergie. Et c'est pour ça que finalement, la glace en pleine chaleur, c'est le truc à pas faire. De même que l'eau très froide en pleine chaleur, c'est le truc à pas faire. Et idiot comme on est, les Occidentaux, c'est le truc qu'on fait parce que on s'est jamais posé la question pratique de est-ce qu'on fait, est-ce qu'on fait est intelligent. On se dit tout le monde le fait, donc c'est que ça doit être bon. Bah non, pas forcément. Donc voilà, il y a tous les conseils de la médecine chinoise là-dessus qui sont très intéressants, et notamment pour continuer là-dessus sur l'été, puisqu'on est dans la saison de l'été, mais je pourrais vous donner d'autres conseils comme ça sur d'autres saisons. L'été, donc la climatisation à proscrire, parce qu'elle elle resserre les pores, donc elle empêche les pores de se dilater et de transpirer. Alors la transpiration, disent les Chinois, c'est vraiment ce qui permet au corps de réguler la température. Donc quand on commence à empêcher la transpiration, ça devient compliqué, surtout quand il fait chaud, puisque ce process est naturel. La peau, c'est ce que les Chinois expliquent aussi, c'est un processus d'élimination, et donc les pores servent aussi à éliminer les toxines. Quand on transpire, on élimine des toxines. Donc il y a tout cet aspect-là. Il y a aussi tout l'aspect, je vous ai dit, où les glaces, quand il fait chaud, c'est déconseillé.
ça va demander plus d'énergie au corps et donc il faut préserver le système énergétique. Boire de l'eau froide, c'est pareil, il vaut mieux boire de l'eau tiède, c'est vrai que c'est pas agréable, mais au moins vous avez un meilleur aspect sur votre santé, un meilleur contrôle. Voilà, évidemment, la transpiration, ils expliquent que la clim c'est dangereux parce que ça donne des coups de froid et des rhumes d'été, et au final, ça empêche en plus le corps de transpirer. Donc voilà, après, trop transpirer c'est dangereux, mais ne pas transpirer suffisamment, c'est pas conseillé non plus. Donc en fait, il y a cette médecine, et là, il rigole quand le maître lui dit ça. C'est assez rigolo parce que moi, ça m'a fait rire. Je me suis revu quand j'avais 20 ans. Donc, on va dire que quand j'ai des soucis de santé, je me suis facilement tourné au bout d'un moment par rapport à tout ce qui est médecine énergétique, chakra, médecine chinoise. Ça me faisait rire à 20 ans, mais je me suis rendu compte que, avec mon ostéo notamment, qui était un ostéo spécialisé en énergétique, l'impact de l'énergie dans les douleurs du corps et dans l'homéostasie naturelle du corps. Et pourquoi des fois on pouvait être malade. Donc c'est en scannant un peu plus sur mon NIFI pour le coup, que j'ai creusé et que je me suis rendu compte que c'était loin d'être anodin ces médecines-là, et que ça pouvait être une réponse qu'on n'avait pas à l'heure actuelle dans le système français. Donc j'y croyais pas, comme je vous ai dit, et j'ai donc décidé de le vérifier par moi-même que ça marchait ou pas, par rapport aux questions que m'avait posé mon ostéo. J'ai testé des tonnes de cas concrets pour solutionner mes problèmes que j'avais à l'époque de santé, que les autres médecins n'avaient pas réussi à solutionner, et je me suis rendu compte bizarrement que ça a marché. J'ai donc encore testé les limites et encore les limites de l'apport de ces techniques-là, et j'en suis arrivé au point que la MTC, donc ce qu'on appelle la médecine traditionnelle chinoise, est impressionnante en capacité à élaborer les bons diagnostics et créer la bonne analyse du problème de manière interconnectée. Tout ceci m'a fait penser à un autre INTJ connu, que certains doivent connaître sur internet, le docteur Joe Dispenza, qui était chiropracteur, qui a eu un grave accident de voiture, qui avait tout perdu, les chances de pouvoir revivre normalement selon les médecins, et finalement qui a réussi à revenir sur pied en utilisant la force de l'esprit pour atteindre le résultat qu'il voulait avec son TE. Alors je ne sais pas si Joe Dispenza est INTJ, mais je vois que dans la manière qu'il a de résoudre les problèmes et de se poser la question dans une action face au corps humain, oui, je trouve que c'est quand même très INTJ la manière dont il pense pour utiliser l'esprit dans son fonctionnement et pas tel qu'on le perçoit nous, en tant qu'humains. Donc si je vous fais une brève synthèse sur lui pour vous expliquer le lien avec l'INTJ et la manière qu'on a de résoudre les problèmes, on se rend compte que c'est quelqu'un qui a eu un accident assez grave de voiture à un triathlon. Donc, attendez. Donc c'est ça. En fait, il s'est fait percuter par une voiture lors d'un triathlon, pas de sprint. Et c'est ce moment qui a changé sa vie. Il avait 23 ans. Il avait ouvert depuis peu un centre de chiropractie en Californie. Et il s'était entraîné comme un malade pour le triathlon. D'ailleurs, ça me fait penser au triathlon. Armstrong s'est mis au triathlon aussi après le Tour de France. C'est un truc qui m'aurait plu, moi, en tant qu'INTJ, le triathlon. C'est un truc extrême, c'est un peu des opposés, en plus, qu'il faut bosser. Ouais, c'est intéressant comme sport. Jamais essayé, mais c'est un truc qui me tenterait bien. Donc il explique qu'il avait terminé son segment de natation, et que, en fait, un policier qui faisait dos au trafic, il lui a fait signe de tourner, qu'en dépassant des cyclistes, il y a quelqu'un qui l'a frappé à plus de 90 km/h. Et en fait, il a été projeté à terre. Vous imaginez tous les dégâts. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il nous raconte. Il a appris que s'était cassé 6 vertèbres, fracture par compression des vertèbres thoraciques, vertèbres de la colonne empilées comme des blocs. Et il dit que le segment supérieur de sa fracture est comprimé de plus de 60% l'arche circulaire qui contient et protège la moelle épinière. Et qu'elle s'était brisée en bretzel. Imaginez la scène. Une grande partie des fragments d'eau qui s'étaient brisés s'étaient donc dirigés à l'arrière de sa moelle épinière. Donc cas extrêmement grave, surtout à 23 ans. Imaginez. Bon, alors pour vous recentrer le docteur Joe Dispenza avec l'INTJ, qui est l'objet du podcast, on est donc clairement dans un cas pratique là. On est avec un INTJ a priori qui a période 23 ans, donc en plein dans la période TE, on n'est pas du tout dans la période FI. On est dans la période où il va plutôt être analytique sur le problème et prendre du recul pour essayer de sortir de la vision serrée pour partir sur une vision beaucoup plus large, à gros angles. Donc a priori, il a eu plein de problèmes, il explique. Des douleurs, on lui donnait peu de chances de pouvoir remarcher normalement, surtout que la moelle épinière était touchée. Donc voilà, et lui, il explique qu'il n'était pas chaud à l'idée de ce que lui disaient les médecins. Il voulait refuser la chirurgie,
La paralysie lui a semblé certaine, par contre. Et le meilleur neurologue de la maison lui avait dit qu'il n'avait jamais vu un médecin qui avait refusé un patient qui avait refusé la chirurgie. Donc voilà, il dit qu'il y avait d'autres problèmes. La colonne vertébrale, la vertèbre T8, lui empêchait de supporter le poids de son corps s'il se levait. Sa colonne s'effondrait en poussant des débris d'eau dans la moelle épinière, en causant une paralysie. Voilà, donc à l'époque, il dit lui-même, j'étais peut-être jeune à un moment, audacieux. Donc c'est vraiment le côté INTJ aussi, NITE. Quand les gens vous donnent un diagnostic que tout le monde dit que c'est mort, je vous avais dit, l'INTJ va essayer de creuser pour prouver que c'est pas mort. Donc je pense que c'est ce qu'il a essayé de faire à l'époque. Il a décidé donc d'aller à l'encontre du modèle médical et des recommandations. Il dit, j'ai toujours cru qu'il y avait une intelligence à l'intérieur de nous pour sortir de la situation, nous protéger et guérir en un instant. Donc voilà, il s'est dit que cette intelligence était vraie, qu'elle pouvait guérir ses cellules et mettre à profit ses capacités pour justement guérir tous les séquelles qu'il avait connues. Donc intellectuellement, il disait qu'il savait que le corps avait la capacité à s'auto-guérir. Il avait eu alors l'occasion d'appliquer la totalité de sa philosophie et l'approfondir pour une véritable guérison. Il a pris 2 décisions. La première, c'est de se placer chaque jour consciemment toute son attention à l'intérieur de lui-même et lui donner un plan, une vision, un ordre pour confier cette guérison à un état supérieur de conscience afin de lui permettre d'activer cette guérison pour lui. Et la deuxième, c'était de focaliser son esprit sur des pensées positives et surtout pas sur les pensées qu'il ne voulait pas voir se réaliser, à savoir ce que les médecins lui avaient dit à l'époque. Bilan, pour terminer là-dessus et pas vous faire trop long, mais vous faire le lien avec Doctor Strange. 9 semaines et demie après son accident, il s'est levé. Il a repris le chemin de sa vie, sans plâtre, ni chirurgie, complètement rétabli. Il a recommencé à avoir des patients après 10 semaines, puis à s'entraîner à soulever des poids. Il a découvert que lui-même était lui-même l'effet placebo. Et aujourd'hui, 30 ans après l'accident, il peut affirmer qu'il n'a jamais eu mal au dos depuis. Imaginez avec les séquelles qu'il avait. Cette histoire semble invraisemblable, mais elle est bien vraie. Et le docteur Joe Dispenza en a donc fait l'expérience de sa vie, de ce que peu d'entre nous expérimentent au cours d'une vie, l'auto-guérison consciente. Donc voilà, après les gens disent effectivement, cette histoire n'est pas un appel à ne pas vous guérir et ne pas consulter les bons spécialistes, mais elle prouve à quel point, si vous comprenez comment fonctionne votre corps et que vous activez d'une manière logique le comportement idéal, vous allez produire le résultat idéal aussi. Donc c'est vrai que ça me fait beaucoup penser à Doctor Strange. Et c'est pour ça que je vous ai fait le parallèle avec les chakras, les machins, les tacs, médecine chinoise. Donc voilà, donc en fait, l'exemple du docteur Dispenza, c'était pour vous montrer qu'il avait réussi à revenir sur pied en n'écoutant aucun médecin, et en utilisant la force de l'holistique et ce qu'il avait compris sur le système humain pour réactiver l'auto-guérison. Après, c'est un cas exceptionnel, hein, docteur Dispenza, on peut pas dire que c'est tout le monde. Il y a d'autres choses que j'ai remarquées dans le film, donc Doctor Strange, que je voulais aborder avec vous sur l'aspect INTJ. Donc lorsque la grande sorcière, je sais pas comment elle s'appelle, teste Strange en l'emmenant à l'Everest, elle lui demande de lâcher prise. Lâcher prise pour rester en vie. En fait, ça c'est intéressant parce que c'est aussi une phase que j'ai dû connaître en tant qu'INTJ dans ma vie. Il y a un moment, en fait, je disais aux gens, ouais, mais je lâche prise. Je disais à mon ECO, non, mais je suis dans le lâcher prise. Et il me disait, quand on teste ton corps, t'es pas dans le lâcher prise. Et en fait, souvenez-vous, je vous ai dit que le corps ne ment pas. C'est tout le principe de l'action type, qui est le MBTI par le corps. Tout simplement parce que votre corps ne ment pas. Donc l'action type, ils ont testé pendant 30 ans tous les types et ils se sont rendus compte que si vous êtes INTJ, vous fonctionnez exactement comme ça au niveau du corps. La vertèbre va se caler comme ça. Vous allez d'abord activer le genou et le pied après. Enfin voilà, c'est des choses automatiques parce que votre cerveau d'INTJ active à sa manière le corps pour arriver à un résultat. Donc c'est intéressant parce que c'est vrai que le lâcher prise, c'est un peu le problème des INTJ quand on est jeune. Il y a des choses, on a du mal à lâcher prise. Elle lui demande donc de lâcher prise pour ouvrir le portail et pouvoir retourner au monastère alors qu'il est dans le froid. Et c'est très INTJ ce devoir d'apprendre à lâcher prise. Il y a d'autres types, mais au-delà des apparences du coup, pour laisser ce côté TE, qui est quand même dominante chez nous puisque c'est de l'oxynière, c'est dans les fonctions fortes, les DOM et les OX. Et laisser NI percevoir seul, sans forcément passer à l'étape TE, parce que c'est ça qui vous empêche de lâcher prise, c'est vraiment TE.
quand le résultat est là, vous pouvez le prédire en plus avec Annie et l'affiner avec TE, il est difficile de vous planter, vous voyez. J'ai eu le débat un jour avec une amie qui m'a dit pourquoi tu t'énerves. Et je lui avais dit parce que ça ne m'arrive jamais de se planter sur un truc comme ça. Et elle, en fait, elle m'a trouvé super arrogant parce qu'en fait, ça lui arrivait 4 fois par semaine de se planter sur cette question-là. Et je lui avais dit c'est la première fois que ça m'arrive. Et j'avais dans les 25 ans, je pense, quand ça m'est arrivé sur cet élément. Et en fait, elle croyait que je me fichais d'elle. Parce que c'était INTJ justement de ne jamais s'être planté là-dessus. C'est des choses que je pouvais anticiper que les autres n'anticipaient pas. Même si les autres n'arrivaient pas à l'anticiper, je l'anticipais tout le temps. Mais ça, j'en parlais à personne. Parce que pour moi, c'était normal. Et c'est là qu'elle m'a fait réaliser que, en fait, ce qui vous bouffe en tant qu'INTJ, c'est vraiment de pouvoir quasiment faire un high five tout le temps. Même quand les gens vous disent que c'est pas possible. Vous allez pouvoir le faire, si vous le voulez, hein, bien sûr. Après, des fois, vous le ferez pas. Mais du coup, le jour où vous plantez, comme un bleu, ça fait assez mal parce que vous êtes quand même drogué à un certain niveau de perfectionnisme et que vous n'êtes pas là pour faire ce que les autres considèrent comme bien. C'est ce que vous considérez comme bien. Et avec NITE, du coup, il y a ce côté extrêmement perfectionniste qui fait que vous ne vous contentez pas de la solution géniale. Vous êtes constamment, en plus, avec SE en inf, obligé d'affiner la solution. Je vous avais expliqué dans mes podcasts que mon mémoire, j'avais réécrit chaque jour quasiment le mémoire. J'avais jamais pu suivre le plan que m'avait arrêté mon prof INTP parce qu'en fait, je me rendais compte que c'était impossible de garder ce plan-là. Trop de choses à lier et je le voyais quotidiennement au fur et à mesure que j'ouvrais mon mémoire. Donc j'étais parti sur la base du plan, mais le plan avait bien bougé par rapport à ce qu'on avait prévu. Et c'est quelque chose qu'il n'avait pas d'ailleurs kiffé, il n'avait pas apprécié de voir ça, parce que pour lui, il s'était pas posé les questions que je m'étais posées en temps réel en écrivant mon mémoire. Sauf que moi, je les avais eues, ces questions-là, et c'est pour ça que j'avais changé de manière d'approche pour le mémoire. Donc ça, c'est intéressant, parce que c'est vrai que le lâcher-prise, c'est quelque chose qu'on apprend en tant qu'INTJ en vieillissant. Je pense que c'est plus facile quand on est dans la phase FISE comme moi à l'heure actuelle. Après, faut pas non plus délirer. Il y a des choses en tant qu'INTJ que vous pouvez juste pas accepter, quoi. C'est au-delà de vos forces. Mais si je vous donne un exemple à nouveau personnel sur ma situation, je trouve qu'heureusement pour moi que les restrictions qu'on a connues avec le Covid sont arrivées maintenant proche de la quarantaine qu'à 20 ans. Parce que clairement, à 20 ans, j'aurais pété un câble. Je n'aurais jamais accepté ce qu'on a vécu en 2 ans. Je ne dis pas que je l'ai accepté facilement à l'heure actuelle. Je dis que c'est plus facile pour moi d'accepter de vivre dans le monde d'idiots qu'on a connu pendant 2 ans, avec désigner les bons, les méchants, sans même se poser les bonnes questions, faire n'importe quoi, continuer à faire n'importe quoi et s'en vanter avec plein d'articles de propagande de presse qui vous disent que ça marche, votre solution, que c'est la meilleure, juste parce que vous le dites, pas parce que c'est démontré. Franchement, pour un INTJ, c'est très violent de se taper ça, et en plus pendant 2 ans, quoi. C'est-à-dire que vous avez 2 ans où tout va être comme ça, vous ne revenez plus au monde de la logique, des comportements pragmatiques, des comportements à long terme, qui utilisent des méthodes qui marchent, qui ne sont pas des coercitions. Ouais, c'est compliqué quand même. Donc je pense que heureusement que ça m'est arrivé maintenant, aussi parce qu'à 20 ans, vous êtes jeune et vous n'avez pas envie de vous brider. Je le dis à beaucoup d'amis, là, même s'il n'y a plus de restrictions, on dit que les jeunes, il y a beaucoup de suicides de jeunes de mois en mois, et que c'est très compliqué. C'est très compliqué, a priori, il y a beaucoup de suicides encore à l'heure actuelle, même si les restrictions sont parties. Et en fait, c'est lié au fait que la majeure partie des restrictions étant partie, il s'est passé quelque chose d'assez simple. Le stress post-traumatique a pu commencer chez certaines personnes. Et c'est pour ça que moi, je constate que depuis 2022, beaucoup de gens autour de moi ont quand même lâché prise par rapport à quand il y avait les restrictions Covid et ne sont pas forcément en très bon état mental au niveau de la santé mentale. Donc c'est vrai que l'INTJ, oui, le lâcher prise, ce qu'elle lui apprend, c'est la période TE, on le voit. Il croit pas à la médecine chinoise, il croit pas à tout ce qui est énergie, l'univers, machin. Mais parce que c'est la période TE, vous y croyez que plus tard, vraiment, c'est là que vous allez plonger dedans, comme moi, ce qui m'est arrivé après. Donc c'est une évolution, faut pas oublier qu'un type, c'est une évolution. Idem, le NFP devient plus pragmatique en vieillissant parce qu'il passe sa phase TE et qu'il la connaît pas avant la trentaine. Mais voilà, ça peut être quelqu'un de pragmatique. Donc pour terminer sur les infos que j'avais à vous communiquer sur le Doctor Strange. On a parlé du lâcher prise. Et après, donc, à force d'apprendre vite, la grande sorcière lui reproche de critiquer les enseignements. Et là, on voit le côté INTJ encore dans le film, parce qu'il lui dit qu'il serait absurde de suivre des règles juste parce qu'on lui demande de suivre ces règles.
Donc vous voyez ce que je viens de vous dire pour le Covid, à quel point ça peut être très dur pour un INTJ de supporter le monde dans lequel on a été depuis 2 ans. Parce que si les règles sont pas justes, il voit pas l'intérêt de le faire. Et il ne veut pas satisfaire des règles qui sont totalement idiotes ou peu efficaces, voire marginales, en termes d'efficacité, vous voyez. Donc voilà, typique de la réaction, je mettais sur mes notes, d'un INTJ qui ne veut pas suivre les règles si elles n'ont aucun sens. Donc c'est vrai que le film, ouais, je savais pas vraiment. J'ai vu qu'il y a eu beaucoup de ENTJ pour Doctor Strange. Pourquoi pas ENTJ? Alors c'est assez simple. Les gens qui sont persuadés que c'est un ENTJ parce qu'il est dominant, qui domine, qui fait le travail tout seul et tout, en fait le débat il est juste clos avec une seule question. C'est les mêmes personnes qui disent que Bill Gates est ENTJ parce qu'il a mené une grosse entreprise, qu'il a été intelligent. En fait ça c'est tout ce qu'il faut pas faire pour typer quelqu'un. La réalité c'est que c'est la structure d'une personne qui fait votre type, c'est pas ce que vous avez monté comme Microsoft, comme boîte quoi. Enfin, et en fait Bill Gates, excusez-moi, trouvez-moi un ENTJ qui va coder des trucs sur son PC dans son garage, il y en a pas. Voilà, le NTJ passe pas son temps à coder sur un PC, alors qu'un INTP oui, ça peut être son passe-temps. C'est même assez fréquent. Voilà, donc vous voyez là, les gens qui typent Bill Gates ENTJ, bon bah, il n'y a pas de débat en fait. Et je parle même pas de la tenue vestimentaire, ou si vous connaissez les ENTJ, Bill Gates s'habille tout sauf ENTJ. Il s'habille INTP classique quoi, ni plus ni moins. Vous voyez, donc en 2 arguments, je peux vous prouver qu'en fait, le diagnostic est faux. Parce qu'un ENTJ, il peut pas s'intéresser à des trucs auxquels s'intéressait Bill Gates, les lignes de code, mais bien sûr que non. Il en a rien à fiche de ça. Donc voilà, vous voyez un gars comme Macron coder dans son garage et tout ça. Macron, il a jamais codé de sa vie. Prenez plein d'INTP, ils auront plein codé. Beaucoup auront codé, pas tous, mais chez les hommes INTP, oui. Le code, voilà, ils aiment bien bidouiller, ils testent, c'est du TINE. Ils ont besoin de tester, quoi. Je sais que Mark Zuckerberg, on dit INTJ, a codé aussi, mais a priori, c'était plus lui dans un but INTJ. Voilà, il était moins bon qu'un INTP en code, mais il se débrouillait pour avoir monté son réseau social. Et après, il a embauché des gens qui lui ont fait le truc mieux que lui. Ça, c'est très INTJ aussi de se dépatouiller quand on peut, et puis après, on embauche la personne qui est plus compétente que nous pour le faire, si on trouve que c'est pas au top niveau. Donc c'est vrai que quand elle lui dit ça, qu'il apprend vite, on voit qu'il apprend vite dans le film, mais qu'il critique tout de suite après les enseignements et qu'il les remet en question euh, pour améliorer la cohérence du système. Ça, c'est quand même totalement INTJ de faire ça. Et donc, pour finir sur le NTJ, les gens qui disent Doctor Strange, le NTJ, est-ce que vous avez déjà vu un ENTJ s'intéresser à l'univers, aux matrices universelles, à l'énergie, aux chakras et à la MTC? Mais jamais de la vie. Jamais ils s'intéresseront à ça. C'est des choses qui les fait rigoler toute leur vie. Ce sont des choses, pardon, qui les fait rire toute leur vie, quoi. Enfin, donc, non. Non. Non, ENTJ, non. C'est ce que j'avais vu essentiellement sur Internet. Globalement, c'est un INTJ. C'est ce que je voulais vous partager. C'est pas un très long podcast, mais c'était des observations. Je sais que ça peut aider certains de reprendre les points qui étaient intéressants dans le film. Il n'y en a pas beaucoup qui chantent avec l'INTJ. Pourquoi? Vous voyez que du coup, le podcast, il permet aussi de faire une comparaison avec le NTJ sur certains points, parce qu'on est quand même assez similaires. En tout cas, en apparence externe, et c'est ce que le film montre. En apparence, je dis bien en apparence. Parce qu'en interne, je ne partage rien en commun avec un ENTJ. Et c'est d'ailleurs pour ça que je m'entends pas bien avec eux en général, parce que je les trouve extrêmement fermés. Voilà, c'est la réponse typique de mon ex STJ. Non mais ça sert à rien, mais comment tu sais, j'ai pas besoin de le tester, ça sert à rien. Bon, bah voilà, on peut pas dire qu'une personne qui vous répond ça est très ouverte d'esprit. Voilà. Et ça, c'est pas un jugement, c'est un constat. Donc voilà pour le Doctor Strange. Je sais pas ce que je vais faire pour les prochains podcasts, en fonction du temps que j'aurai. Il y a la même amie qui m'avait parlé de Doctor Strange et NTJ, m'avait parlé de Annie pour Man of Steel. Et j'avais aussi de vous en parler aussi, je sais pas si j'aurai le temps. Je pense que le prochain, j'essaierai d'en parler. C'est assez intéressant pour Annie, Man of Steel. Je trouve que c'est le film qui explique le plus le fonctionnement d'Annie Dom. Et mon ami INFJ était assez d'accord avec moi. Pour le coup, INFJ et INTJ, on est d'accord. Donc c'est pas qu'une vision d'INTJ, le film. Même si Jor-El, le père de Superman dans le film, est clairement un INTJ au summum de ses capacités. Donc voilà, ça pourrait être intéressant, ouais, de faire un podcast là-dessus. Je sais pas si j'aurai le temps, mais c'est quelque chose qui me tente bien et je pense que ça peut vous expliquer plein de choses sur Annie, dans la manière de fonctionner. C'est un film
Donc ça permet aussi de vous donner des exemples concrets de comment on repère qu'il y a un i dans le film et pourquoi. Pourquoi c'est du NI ça, plutôt qu'un E. Oui, je pense que ça peut être intéressant. À voir. Si j'ai le temps pour les prochains podcasts, je vous fais ça. Sinon, je ferai sur ce qui me viendra à l'idée au moment où j'en ferai d'autres. Les podcasts plus longs, je les garde de côté pour quand j'aurai du temps, parce que là pour l'instant, j'ai pas eu le temps en 2022 de faire ça. Il y a toujours Elon Musk, le NTP, qui me demandera de faire un peu d'écrit. Il y avait la suite de ce que je vous avais envoyé, les faux INTJ, où je vous avais dit qu'on ferait aussi un podcast sur les vrais INTJ. J'avais donné des exemples, je ne sais plus si j'avais donné des exemples. Freud, Aristote, Steve Jobs, Fabrice Divisio, Bernard Arnault aussi INTJ, et Carlos Tavares, le PDG de l'ex-PSA, devenu Stellantis. Ça c'est pareil, j'ai pas eu le temps de le faire. C'est quelque chose que j'ai en tête, je vais garder dans mon mémo. Mais du coup, oui, ça peut être intéressant pour les prochains podcasts. Peut-être que j'enchaînerai sur le côté NI encore avec Man of Steel. Et après, je reprendrai les podcasts classiques, le NTP et les INTJ, les vrais INTJ, qui est la suite de mon podcast sur les faux. Voilà pour les news que je peux vous donner aujourd'hui, après quelques mois d'attente. N'hésitez pas à faire tourner les vidéos, poser des questions aussi si vous... Comme certains le font avec moi par commentaire, c'est intéressant. J'ai pas répondu à toutes les questions, mais il faut que je prenne le temps aussi. Et je vous dis à la prochaine fois pour un prochain podcast sur le MBT. Portez-vous bien, à bientôt.